On mettra un point d'honneur à parcourir les retours d'expériences croisées. Alors avec nous cet après-midi, des intervenants qui vont pouvoir exposer leurs différents points de vue. Donc honneur aux dames, Erika Honnet, Erika, de la société Renowatt. Chacun présentera un peu plus en détail ses fonctions et sa société. Joseph Tang de la ville de Paris, Alexis Treca du cabinet Deloitte Étage et Luc Velfriger de la société Manexi. Je vous laisse la parole pour vous présenter en 2 mots, vous, vos fonctions et puis la société que vous représentez. Erika. Donc, Erika Honnet, je suis la directrice du projet Renowatt. Je travaille au niveau du territoire de la province de Liège pour le groupement de redéploiement économique. On a mis en place, et on expliquera ce qu'on a mis en place dans le futur de la conférence, mais des projets de rénovation énergétique, car pour nous, il y a un réel potentiel de création d'activités, de création d'emplois. Donc l'énergie, c'est quelque chose de positif, mais ce qui nous motive, c'est vraiment Renowatt, l'énergie au service de l'emploi. 1 million investi dans la rénovation énergétique des bâtiments donne lieu à une mobilisation de 17 emplois. En outre, le fait d'investir dans votre patrimoine, le fait d'avoir un impact écologique, il faut savoir qu'une grosse partie de ce que nous consommons, surtout au niveau du gaz, est de l'énergie qui est importée. En Wallonie, 93% de l'énergie est de l'énergie importée. Donc, si on investit dans les bâtiments, on diminue la consommation énergétique, on fait des emplois locaux et on fait un shift surtout de valeur par rapport à des investissements qui sont des investissements créateurs de valeur dans le cadre du produit intérieur brut, alors que sinon, on paye simplement des énergies qui sont pour sortir du produit intérieur brut. Joseph. Bonjour à tous, donc Joseph Tang, je suis donc à la tête d'une mission qui a été créée au sein de la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris. Ma direction s'occupe de l'exploitation et la maintenance pour plus de 3000 établissements recevant du public et la maintenance de ces mêmes équipements, ça représente plus de 6 millions de mètres carrés à entretenir et à maintenir chaque année. Donc une mission spécifique pour les contrats de performance énergétique dans les écoles. C'est un programme qui est inscrit au plan climat-énergie de la ville de Paris. L'objectif, c'est que d'ici la fin de la mandature, on ait couvert la moitié de notre patrimoine scolaire de premier degré avec des CPE. Donc ça veut dire plus de 300 écoles couvertes par des CPE d'ici 2020. Et dans le nouveau plan climat de la ville de Paris qui a été présenté récemment, l'objectif c'est de pouvoir traiter d'un point de vue énergétique et thermique l'ensemble des écoles à l'échéance 2025. Merci. Alexis. Bonjour, Alexis Treca, je suis avocat au sein du cabinet TAGE, qui est membre du réseau Deloitte. Dans le département secteur public, on accompagne des collectivités publiques et des opérateurs privés dans la mise en place de contrats de performance énergétique, principalement sous la forme de marchés de partenariat ou de marchés publics globaux de performance. Merci. Et enfin Luc. Bonjour à tous, Luc Velfringer, donc société Manexi. Nous aussi on accompagne les collectivités publiques mais également des acteurs privés dans la mise en place de contrats de performance énergétique sur les aspects techniques, mesures et vérifications et économiques. Très bien. Mais écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, repositionner un petit peu le contexte et les enjeux en termes de performance énergétique. On vient de terminer la COP 23, vous avez tous entendu parler donc, des accords de Paris qui ont été remis au milieu du débat ou d'agir pour le climat. Ensuite, dans notre contexte réglementaire, on a la directive européenne du 25 octobre 2012 qui a stipulé ce qu'était l'efficacité énergétique et les dispositions qui l'accompagnent. Et enfin, au niveau plus national, on a la loi de transition énergétique du 17 août 2015 donc, qui se mobilise pour la croissance verte et qui a donné des objectifs alors qui vont peut-être être revus compte tenu des discussions qui sont en cours. Mais pour l'instant, les objectifs sont de réduire de 40% les émissions en gaz à effet de serre à l'horizon 2030, diminuer de 30% la consommation d'énergie fossile aussi en 2030 par rapport à 2012, et porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030, et enfin de baisser à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025.
Alors aujourd'hui, en fait, le sujet nous intéresse au plus haut niveau, puisqu'en fait, on se rend compte que la consommation énergétique imputable au bâtiment représente 40%, donc ce qui est le numéro 1 en termes de consommateurs, donc devant l'industrie, les infrastructures, le transport et les data. Alors, notre conférence va s'articuler autour des points suivants. Donc, la présentation des 2 exemples de CPE, donc à travers la ville de Paris et le territoire de la province de Liège. Ensuite, ce qu'est un CPE, revenir sur la définition fondamentale. Enfin, les phases de préparation d'un CPE, les modalités, les aspects juridiques d'un CPE, les modalités d'exécution et enfin, des conseils en termes de facteurs clés de succès pour réussir un CPE. Alors, on va rentrer tout de suite dans le débat et on va, pour ça, si tu peux passer, voilà. Rappeler quelques vocabulaires parce qu'il y a quand même quelques sigles un peu barbares qui ne sont pas si simples que ça. Et donc, Luc, en qualité de bureau d'études techniques, si vous voulez bien en préciser quelques-uns. Oui, bon alors CPE, contrat de performance énergétique, c'est le sujet de la conférence, donc on aura l'occasion de le détailler un peu plus par la suite. Le MPGP, marché public global de performance, et le MP, marché de partenariat, qui sont les 2 véhicules juridiques que l'on peut utiliser pour contractualiser sous la forme d'un CPE. On en reparlera aussi. SS2E et ESCO en anglais, qui sont les sociétés de services en efficacité énergétique, donc des sociétés qui regroupent les compétences de conception, de réalisation de travaux et d'exploitation-maintenance qui vont pouvoir répondre à des contrats de performance énergétique. Les AAPE qu'on utilise pour désigner les actions d'amélioration de la performance énergétique, donc toutes les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de CPE, qui peuvent être des travaux, mais aussi des actions d'exploitation ou de sensibilisation ou de formation des personnels. Le DPE, vous le connaissez sûrement, diagnostic de performance énergétique. IEF, qui est un fonds européen qui donne des subventions, notamment dans le cadre des CPE. Et enfin, PAB, pouvoir adjudicateur bénéficiaire, qui est un terme utilisé pour les collectivités publiques, notamment dans le projet Renowatt. Alors, comme nous avons la chance d'avoir 2 représentants de 2 expériences différentes en matière de CPE, eh bien, je vais laisser la parole à Joseph, peut-être pour nous présenter le modèle de CPE qui a été retenu par la ville de Paris et nous expliquer en quoi consiste ce modèle centralisé. Alors, comme je vous le disais, on a un programme de CPE, donc on a déjà signé 2 CPE. Le CPPE 1 qui concernait une centaine d'écoles, enfin 100 écoles exactement, signé en 2011. Et en 2016, on a signé le CPE 140, c'est-à-dire le CPE pour 140 écoles. L'objectif de performance est de moins 30% en consommation énergétique et en émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des objectifs globaux, donc à l'échelle, pas par bâtiment, mais à l'échelle du patrimoine concerné. Et le périmètre, ce sont des périmètres de conception, réalisation, exploitation, maintenance, avec la spécificité sur le premier CPE qui était un PPP, donc qui incluait une part de financement. On est effectivement sur un modèle centralisé, dans le sens où la collectivité qui fait la procédure de consultation et la collectivité qui achète, et qui est aussi la collectivité qui est bénéficiaire. Donc effectivement, un modèle très centralisé sur l'ensemble, dans notre logique d'intervention. Merci. Et vous, Erika, donc quelles sont les différences par rapport à ce modèle centralisé au sein de la Wallonie ? Donc, on s'est posé la question de pourquoi la rénovation énergétique ne débutait pas et ne se lançait pas au niveau de la Wallonie. Et clairement, il y a un problème au niveau des autorités publiques, des municipalités, de connaissance et de disponibilité des ressources. La rénovation énergétique est un sujet qui devient de plus en plus complexe. Et les agents de l'autorité sont des agents qui ont des tonnes de choses à faire et ils ne savent pas nécessairement se spécialiser dans tous les sujets. Donc il y a vraiment un manque de connaissances et un manque de temps. Même si on a des responsables énergie, ils n'ont pas le temps de pouvoir vraiment se lancer dans des rénovations énergétiques ambitieuses. Là, on a l'exemple de la ville de Paris, avec plus de 2 millions d'habitants. Moi, je parle de collectivités locales avec lesquelles j'ai travaillé. Il y en avait certaines de 200 000, mais il y en avait d'autres de 5 000. Donc le modèle, on a mis en place un guichet unique et dans ce cadre de guichet unique, on a lancé des contrats de performance énergétique selon la nature de bâtiment
Et à l'intérieur des bâtiments, on avait différentes autorités locales. Donc à l'intérieur du même contrat de performance énergétique, on pouvait avoir 10 communes qui étaient à l'intérieur du même contrat de performance énergétique. Ça permettait d'une part que les communes ont complètement, je vais dire, outsourcé au groupement de redéploiement économique et au guichet unique qui s'appelle Renowatt la passation des marchés publics. Donc nous étions pour compte pouvoir adjudicateur, pour compte des autorités publiques. C'est pour ça qu'on appelle les communes les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires, parce que c'est elles après qui ont le contrat. Donc en fait, c'est nous qui avons mené toute la procédure suite à une convention d'adhésion. Après, toute la procédure a été menée au sein de notre institution. Donc c'est pour ça qu'on a fait 5 contrats de performance énergétique, 2 pour les écoles, un pour des bâtiments sportifs, un autre pour les bâtiments administratifs et un dernier pour un centre hospitalier. On regroupe par rapport au type et aux compétences qu'on doit avoir au niveau des ESCO. C'est un service qu'on a rendu. Pour nous, le problème, c'est la compétence d'une part, mais c'est aussi, quand je dis compétence, c'est vraiment la disponibilité des ressources. Je ne veux pas du tout être négative par rapport au mot compétence. Et c'est aussi le manque de financement. Pour lancer de tels projets, ça coûte cher. Clairement, il y a la phase préparatoire, ce n'est pas évident, c'est complexe. Et donc, on voulait que les communes puissent avoir un service gratuit. Donc, on est allé chercher un subside au niveau de l'Union européenne. Il y a différents types de subsides. Ça s'appelle des subsides d'assistance technique. 1 euro investi par l'Union européenne est obligé de donner lieu à 20 euros au niveau d'investissement au niveau de l'énergie. Donc, nous avons reçu un subside de 2 millions d'euros. On devait minimum lancer des contrats de performance énergétique pour 40 millions d'euros dans le futur. Ça a permis d'avoir une équipe au niveau juridique, au niveau technique, mais aussi pour se faire aider avec de la connaissance au niveau CPE, pour accompagner les 12 entités publiques dans la passation de leur contrat de performance énergétique. Et quand on arrive à la fin des études et qu'on monte les chiffres aux communes, on commence de manière beaucoup plus convaincante. Et on a déjà fait le travail, je vais dire, et donc là, la solution d'investissement pour la commune est beaucoup plus simple, parce qu'on arrive avec de vrais chiffres et de vrais retours sur investissement. Et donc, les choix pour les communes sont facilités. Et donc, pour moi, le fait de pouvoir avoir un service gratuit de par la rénovation énergétique, ça a permis, parce qu'on doit encore convaincre beaucoup de municipalités à se lancer dans de tels projets, et surtout les petites. C'est vraiment pas évident pour elles. Merci. Alors, on se rend compte quand même qu'entre ces deux expériences, le mot commun, c'est la définition du CPE. Donc peut-être que Luc, vous pouvez nous éclairer sur la définition d'un CPE ? Oui, alors le CPE, c'est un contrat qui est passé entre un maître d'ouvrage, donc par exemple une collectivité locale, et une société de services en efficacité énergétique, la SS2E, qui, à travers la conception, la réalisation de travaux et l'exploitation d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments, va permettre l'atteinte d'une performance qui sera contractuellement définie. Donc ça, c'est pour la définition théorique. Concrètement, dans un CPE, la SS2E s'engage à faire 30% d'économie sur la consommation énergétique des bâtiments par rapport à une situation de référence, et ensuite de maintenir ce niveau de performance dans le temps, à travers l'exploitation du bâtiment. On est donc passé d'une obligation de moyens qu'on a dans les marchés plus classiques en lots séparés de conception, puis de réalisation, puis d'exploitation, à une obligation de résultat, une garantie de résultat qui est portée par la SS2E, et donc qui peut nous aider à arriver jusqu'à des solutions de financement, puisque les économies qui vont être engendrées par le contrat de performance énergétique sont sécurisées par l'engagement de la SS2E. Ce qui va permettre à la ville concrètement de dégager des fonds qui seront utilisables plus tard pour continuer à rénover ces bâtiments ou pour tout autre usage qu'elle jugera opportun. Le fait de sécuriser les économies, ça permet aussi d'avoir accès à des méthodologies de tiers financement, donc de type marché de partenariat ou partenariat public-privé par exemple. Et puis, ça permet aussi... Je reprends mes notes. Ça permet aussi d'avoir donc ce que je disais, la notion de tiers financement, qui est en fait le financement initial est apporté par la SS2E, donc c'est elle qui va apporter l'investissement, et ensuite elle va se rémunérer sous forme d'un loyer qui sera perçu chaque année. Donc en fait c'est pour la commune une opération neutre, puisqu'elle ne va pas avoir besoin de débourser au moment d'investir.
Et ensuite, elle va payer un loyer qui sera équivalent aux économies d'énergie générées par le projet. Donc elle payera en fait la même chose qu'elle payait avant sous forme de facture énergétique. Elle le payera cette fois à la fois sous forme d'une facture énergétique mais plus faible et d'un loyer versé à la SS2E. Merci. Joseph, du coup, comment ont été financés les CPE au niveau de la ville de Paris? Alors, comme je le disais tout à l'heure, notre premier CPE, donc c'était un CPPE pour contrat de partenariat de performance énergétique, donc c'était un PPP. Donc effectivement, le financement a été porté par le titulaire du contrat. Donc c'est lui qui a financé l'investissement nécessaire à la réalisation des travaux initiaux et c'est lui qui a porté ce financement dès le départ. Ce qui veut dire pour la ville de Paris au jour d'aujourd'hui que chaque année, en fait, on paye des redevances. J'ai un magnifique tableau Excel avec 31 onglets dans ce tableau Excel qui représente, alors pas 31, excusez-moi, ça va jusqu'en 2031, mais j'ai 20 onglets et chaque onglet représente une année. Et donc j'ai la décomposition de mon loyer en redevance 1, 2, 3, enfin voilà, très complexe. Mais au moins, voilà, j'ai complètement anticipé mes besoins budgétaires sur 20 ans. Et donc, ce système, en opposition avec le deuxième modèle qu'on a utilisé, qui était le CPE 140, qui là, du coup, est un marché public complètement classique, où là, du coup, en fait, je paye au service fait, comme la plupart des marchés publics, on paye au service fait. Donc, au fur et à mesure que les travaux initiaux sont faits, eh ben, je paye ces travaux initiaux au fur et à mesure au départ. Donc c'est vrai que les premières années de travaux initiaux, il faut avoir du budget d'investissement relativement conséquent pour pouvoir payer ces premiers investissements. Il est à noter quand même que la ville de Paris a inclus ce CPE dans le cadre de son projet d'émission d'obligations vertes. Donc ce projet est aussi en partie payé par de l'emprunt. D'accord, merci. Et du coup, Erika, comment a été financé le CPE au niveau du territoire de la province de Liège? Alors nous, on a eu beaucoup de débats sur la question. J'avoue qu'au départ, on a pris la méthode du CPE parce que c'était une méthode justement qui était neutre éventuellement au niveau du pouvoir public et était déconsolidante, ce qui est très important dans toutes les questions de dette au niveau des États, etc. Mais en faisant plus d'études, à l'époque, Eurostat avait mis les CPE étaient déconsolidants, donc c'était pas possible. Maintenant, une nouvelle note est sortie et on peut les déconsolider. Mais en faisant aussi des études, à partir du moment où on fait des investissements pour le bâti, on est engagé à long terme et ce sont nos bâtiments, on ne compte pas les revendre. Et une autorité publique en Belgique a maximum un taux d'intérêt considéré comme un risque souverain, donc un taux d'intérêt d'à peu près 2% pour financer ces investissements, alors que si on passe par un financement au niveau d'UNESCO, on aura des taux d'intérêt qui sont de l'ordre de 7% minimum. Donc vous voyez un peu le différentiel de ce que ça peut coûter à une communauté. Donc oui, le CPE peut être une solution de financement, mais personnellement, je suis en lobbying et j'en ai discuté avec le gouvernement wallon, mais pour nous, sur un projet d'à peu près 60 millions d'euros, dont 40 millions d'euros d'investissement, ça alourdirait notre charge de dette de 17 millions d'euros si on faisait par le financement si on passait par le financement de l'ESCO. Si on veut, nous, vu qu'on a travaillé avec les municipalités pour qu'elles soient à budget neutre, je veux dire, donc que les économies d'énergie remboursent le remboursement de capital et les emprunts, on aurait dû diminuer de 30% les investissements en économie d'énergie pour pouvoir arriver sur des choses qui étaient neutres. Donc on est vraiment obligé de travailler uniquement sur de la chaudière et éventuellement des isolations de toiture pour que ça reste rentable. En outre, pour que ça reste déconsolidant, mais bon, c'est vrai que si on n'a vraiment pas les moyens, allons-y vers là, mais ça coûte cher aux communes, donc il faut quand même bien se rendre compte de ce que de toute manière ça va coûter, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais en plus on a des contrats qui vont aller sur des contrats qui sont d'une vingtaine d'années, qui sont quand même des contrats longs entre une société privée et l'autorité publique. Moi, dans le cadre des contrats de performance énergétique, je serais quand même plus pour aller sur des contrats qui sont entre 10 et 15 ans et pas des contrats qui sont de 20 ans. Voilà. Petite. Écoutez, c'est parfait, ça nous donne le lien avec l'étape suivante, qui est du coup la phase de préparation d'un CPE. Et là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir demander en fait en quoi consiste cette phase de préparation à Joseph.
Alors, c'est une phase importante. Mais comme tout acte d'achat public, hein, le premier acte d'un acte d'achat public, c'est ce qu'on appelle la définition des besoins. Pour un CPE, c'est exactement la même chose. Il faut bien définir son besoin dès le départ. Et pour bien définir son besoin, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la question de la connaissance de son patrimoine, et deux, il y a la question de la connaissance de la consommation de ce patrimoine. Donc, voilà, préparation importante comme tout acte d'achat classique, mais quand même avec des défis particuliers. Sur les questions de données de consommation, nous, la difficulté principale qu'on a rencontrée, c'est de passer d'une donnée de facturation à une donnée de consommation. Quand on a préparé le CPE 140, donc entre 2014 et 2016, on n'avait que des données de facturation. Les données de facturation, il y a beaucoup trop de biais, beaucoup trop d'aléas, des régulations entre des trimestres, le patent n'est pas forcément le plus pertinent et le plus précis pour pouvoir bien mesurer la consommation d'un bâtiment. L'enjeu par rapport à la connaissance de cette consommation, c'est pour définir ce qu'on appelle la base de référence. On est dans un CPE, l'objet de l'achat, c'est un pourcentage de réduction. Encore faut-il avoir la bonne assiette de calcul de cette réduction. L'enjeu, il est là, il est dans la définition de cette assiette de calcul, ce qu'on appelle la base de référence. Et c'est important aussi pour la suite parce que ça sécurise aussi les candidats, dans le sens où l'enjeu global sur les données et sur la collecte documentaire, c'est de donner le maximum d'informations aux candidats afin que lui, de son côté, il limite sa couverture de risque et qu'il puisse limiter les coûts aussi. Parce que, dans le sens contraire, plus il considère qu'il y a de l'incertitude, et plus lui, il va mettre de la couverture de risque. Et cette couverture de risque, elle a un coût. Et à un moment donné, ce coût, il va se retrouver dans le coût de votre contrat. Donc à un moment donné, c'est aussi vous qui allez le payer. Donc bien faire la collecte documentaire et bien faire la collecte de données, c'est important en amont. Alors après, quand même, des évolutions positives, hein, je vais juste citer les compteurs intelligents, les plateformes qui sont mises en place par globalement tous les distributeurs d'énergie, tous les concessionnaires, qui vous permet au jour d'aujourd'hui de récupérer de la donnée qui est beaucoup plus facilement exploitable. Et donc là, c'est de la vraie donnée de consommation. On a aussi collecté des données complémentaires sur la question des usages, en fait. Donc on est allé questionner individuellement chacune des écoles pour savoir comment ils utilisaient leur école, de quelle heure à quelle heure, tel espace était utilisé de telle façon, et puis on leur a demandé aussi les points d'attention. Globalement, est-ce qu'il y a des pièces qui ont de façon récurrente des problèmes de chauffage, et donc du coup nous on essaye de prendre en compte toutes ces données-là dans la conduite du projet. Donc ça, c'était la question des données de consommation. On va passer sur... Et puis, je vais peut-être faire juste un focus sur la connaissance, la question de la connaissance du patrimoine. En préparation même du programme de CPE, donc avant même de lancer la consultation sur le premier CPE à la ville de Paris, on a fait un gros travail avec les DPE. Et donc on a lancé des DPE++, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir l'étiquette ABCDE, on a demandé aussi un diagnostic de ce patrimoine d'un point de vue de la performance énergétique. Donc on a conduit plus de 2000 DPE, 75% du parc scolaire était couvert par ces DPE, et on a pris toutes ces données, on les a analysées et on en a tiré 3 conclusions. La première conclusion, c'est que c'est dans le parc des écoles qu'il y a le plus d'économies d'énergie à faire. Donc c'est le diagramme que vous voyez. Donc
dans le petit rectangle rouge, ce sont les écoles. Et c'est aussi dans les écoles qu'il y a la meilleure rentabilité, c'est-à-dire le meilleur ratio entre l'euro investi sur le kilowatt-heure économisé. Donc là, vous voyez que dans les écoles, enfin vous voyez peut-être pas parce que vous êtes un peu loin, mais dans les écoles, c'était à peu près de 5. Et puis c'est aussi dans les écoles qu'il y avait le plus gros potentiel, le plus gros gisement de performance énergétique, puisqu'il était évalué à 120 gigawatts-heure. Merci. On va passer à la slide suivante. Et Erika, vous, quel défi vous avez dû surmonter dans cette phase de préparation? Donc, clairement, je ne vais pas répéter ce que Joseph a dit, mais la récolte des données est vraiment quelque chose de clé et de très important pour le succès du CPE. Et on a eu aussi énormément de données. On était très contents parce qu'on avait les factures énergétiques et on avait les factures directement qui venaient du fournisseur d'énergie. Puis on s'est rendu compte que, vu que les collectivités ne faisaient pas nécessairement le relevé de ces factures énergétiques, c'était des statistiques et c'était des trends qui étaient mises et qui étaient facturées. Donc on avait des différences de consommation énergétique par rapport à l'occupation du bâtiment de plus de 40% parfois. Donc je vais dire là, c'était vraiment, et quand on fait des retours d'expérience avec les ESCO avec lesquels on a contracté, ils nous disent chez vous le casse-tête c'était la qualité de la donnée. Donc je ne peux que insister sur... Mais pas que chez toi. Hein. Enfin, moi, quand j'échange avec d'autres collectivités, effectivement, c'est ça, c'est la donnée, c'est le point crucial du départ. Ouais, je vais dire, je ne fais que renforcer. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans le cadre, de notre programme, on était financé par un subside européen. Donc, on avait 30 mois pour tout délivrer. Et on travaillait avec 12 entités publiques différentes qui étaient mises dans les mêmes marchés. Donc, ça veut dire qu'il fallait anticiper le temps de décision de chacune des entités publiques au niveau du temps de décision pour les sélections des bâtiments, pour les investissements, etc. Et c'était vraiment la coordination de ces acteurs publics-là qui était un réel défi. Selon moi, le guichet unique est vraiment une des solutions pour aider les petites collectivités locales à pouvoir lancer des projets ambitieux. Si vous avez 5000 habitants dans votre collectivité, ce sera compliqué de pouvoir lancer des CPE. Maintenant, il n'y a aucun problème de pouvoir le lancer avec 2 collectivités et de mettre 2 à 3 de vos bâtiments dedans. Donc c'est tout à fait possible. Mais pour nous, pour le guichet unique, ça demande vraiment un temps d'investissement pour expliquer ce qu'est un CPE. Donc non-stop rassurer sur ce qu'est le CPE. On n'était pas... ce sont les premiers CPE qui se font en Belgique, donc de cette ampleur-là en tous les cas. Donc il fallait non-stop rassurer, sélectionner les bâtiments. Enfin, je vais dire, parfois pour une seule décision, pour avancer à l'étape suivante dans le projet, ça demandait minimum 2 à 3 réunions par commune. On en avait 12 dans le projet, donc vous voyez, et c'était avec les mandataires locaux, et ils aiment bien avoir une seule personne et pas les autres, sinon après il faut répéter encore, il faut y retourner. Et donc ça a vraiment été la gestion du temps dans la communication pour avoir toutes les autorités publiques en même temps dans le projet dans les 30 mois. Ça, c'était pour moi le défi, outre la consommation, mais je vais dire plus organisationnel. Mais donc ça, si on met en place ce type de modèle, parce que toutes les communautés ne sont pas nécessaires, toutes les communes n'ont pas la taille de Paris, donc il faut penser à ce défi du temps pour coordonner. Merci. Et du coup, Luc, pour vous, quels sont les enjeux de la préparation d'un CPE? Alors sans répéter, je vais plutôt compléter. Donc on a beaucoup parlé des données qui permettent d'avoir des solutions proposées qui sont pertinentes, qui sont précises et qui permettent également de limiter le risque. Je voulais ajouter 2 autres enjeux qui me paraissent aussi assez importants. C'est la taille du CPE qui va avoir une influence forte sur l'attractivité du marché pour les SS2E et donc sur le profil des SS2E qui vont pouvoir répondre à ce type de marché. Donc là, je rejoins Erika sur la nécessité peut-être de se regrouper quand on est une collectivité locale qui n'a pas beaucoup de bâtiments. Et puis, dans la préparation, on a aussi, et on y reviendra un peu par la suite, une grosse partie de préparation contractuelle. Donc rédiger un contrat qui permette en exécution d'avoir quelque chose de fluide et de pas trop lourd, notamment en suivi. On le disait, le suivi, c'est aussi quelque chose qui va peser sur la collectivité par la suite. Donc avoir des clauses contractuelles qui sont applicables réellement. Merci. Alors, après la préparation, c'est tout naturellement qu'on enchaîne avec le mode contractuel pour pouvoir passer des contrats.
Donc à ce titre, je me tourne vers le juriste du débat. Alexis, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différents modes juridiques de passation d'un CPE? Alors, sur cette question-là, il y a essentiellement deux problématiques qui regroupent tous les sujets, qui viennent l'une après l'autre. D'ailleurs, en premier, il faut traiter la question de quel contrat de performance énergétique on va conclure. Parce qu'en fait, un contrat de performance énergétique prend la forme d'un type de contrat de la commande publique que les personnes publiques ont à leur disposition. Voilà, alors ces contrats qui peuvent faire l'objet d'un CPE, on les classe en deux familles. La première famille qui regroupe les contrats sous maîtrise d'ouvrage privé et les autres, les contrats sous maîtrise d'ouvrage public. Voilà. Donc c'est deux approches totalement différentes puisqu'elles supposent des moyens matériels et humains au sein de la collectivité concernée qui n'ont absolument rien à voir. Alors, pour les décrire très rapidement, voilà, on a d'abord le marché de partenariat. Le marché de partenariat qui vient de faire, comme vous le savez, l'objet d'une réforme en profondeur. Très schématiquement, c'est un contrat qui regroupe comme mission obligatoire la construction sous la maîtrise d'ouvrage privé du partenaire et le préfinancement de cette construction. On peut y ajouter de manière facultative la conception d'une part et d'autre part l'entretien, la maintenance et le GER. Voilà. Donc les principaux points sur le marché de partenariat, c'est le préfinancement et la construction, la réalisation des travaux sous la maîtrise d'ouvrage privé du partenaire de la personne publique. Voilà. Deuxième famille de contrats, c'est les contrats sous maîtrise d'ouvrage public. Et là, ce sont principalement les marchés séparés, d'une part, et les marchés globaux. Alors, pour les marchés séparés, ce sont les marchés à l'OTI que tout le monde connaît. Dans une opération de travaux, ça comprend un marché de maîtrise d'œuvre, un ou plusieurs marchés de travaux, puis après, pour l'entretien-maintenance, des marchés ou un système de régie, selon le cas, avec, dans tous les cas, un financement public sur la base d'emprunts, de fonds propres ou de subventions. Plus global déjà, le marché de conception-réalisation avec un système de régie ou des marchés concernant l'entretien, la maintenance et le GER. Et enfin, dernière formule en date, beaucoup plus globale, le marché public global de performance qui inclut l'ensemble des missions sous la maîtrise d'ouvrage public, donc conception, construction, entretien, maintenance, GER, sur la base d'un financement public. Voilà. C'est principalement donc ces deux points qui distinguent le MPGP du marché de partenariat, la maîtrise d'ouvrage qui est publique d'un côté, privé de l'autre, et le préfinancement des travaux par le partenaire en marché de partenariat et par la personne publique en MPGP. Voilà. Donc c'est sûr que avant de se lancer dans un CPE, il faut faire une analyse très fine sur le plan juridique, technique et financier pour savoir quel est le mode opératoire le plus adapté dans un cas d'espèce. Sachant qu'il n'y a pas de formule qui marche à tous les coups, c'est vraiment une analyse au cas par cas qu'il faut mener. Mais néanmoins, on peut faire un benchmark sur la base des points essentiels de critères qui se rattachent au CPE, qui constituent les principaux enjeux du CPE. Et là, dans ce cas-là, on observe que un des premiers enjeux du CPE, c'est de pouvoir sanctionner la non-atteinte des objectifs de performance. Et là, très clairement, en marché de partenariat et en MPGP, il y a la possibilité de sanctionner le titulaire, notamment s'il est présent en phase d'exploitation, lorsque les objectifs ne sont pas atteints du fait de la construction réalisée. C'est-à-dire que si on a en face de nous quelqu'un qui s'est occupé de la conception et de la construction, qu'on l'a encore en face de nous en phase d'exploitation, on peut le sanctionner plus facilement. En conception-réalisation et en marché séparé, c'est pas possible. Par ailleurs, le marché de partenariat ou le MPGP permettent d'intégrer de manière efficace les missions de conception et de réalisation. C'est-à-dire qu'au niveau de la conception, on intègre les enjeux de la réalisation. Et donc là, ça permet, dans ces deux modes opératoires, et aussi dans le marché de conception-réalisation, ça permet d'éviter les risques d'interface et les délais et surcoûts qui peuvent en résulter.
Alors sur le marché de partenariat et le MPGP, mais pas dans les deux autres formules, on a un autre avantage qui tient au fait que le titulaire du marché est responsable de l'ensemble des missions, c'est-à-dire non seulement la conception et la construction, mais également la maintenance, l'entretien et le GER. Donc c'est-à-dire qu'il a une visibilité complète sur les missions et les coûts, et que donc il est en mesure d'intégrer l'ensemble des risques dès la conclusion du contrat. Et là, donc, on a une réduction significative des risques d'interface et du coup des risques de dérapage en termes de délai et de coût. Alors, la maîtrise de la personne publique, c'est un autre élément important à prendre en compte dans le cadre de la passation d'un CPE. C'est vrai, il ne faut pas se cacher que dans le cadre d'un marché de partenariat, on constate en général que le degré de maîtrise de la personne publique sur le processus de conclusion et d'exécution du contrat, il est moindre que dans le cadre d'un marché public, qu'il s'agisse d'un MPGP, d'une conception-réalisation ou de marché séparé. C'est un petit peu la même chose sur la complexité du montage. C'est-à-dire que la complexité du marché de partenariat, elle tient au fait qu'il y a un préfinancement des travaux à mettre en place, et ce qui fait qu'on discute non pas avec les seuls candidats, mais aussi avec leurs financeurs. Et ça, c'est un élément de complexité également à prendre en compte. Alors, ça, voilà quelques éléments donc, sur la définition du montage juridique le plus approprié pour un CPE. Il y a un autre sujet qui est très important également, et qui vient ensuite, c'est quelle procédure de passation. Alors là, je voudrais juste vous rappeler qu'il y a un seuil qui est à 5 225 000 €, en dessous duquel on peut avoir recours à une procédure adaptée qui peut être menée avec davantage de souplesse que les procédures formalisées, puisque c'est le pouvoir adjudicateur qui définit les mesures à mettre en œuvre en fonction des caractéristiques du marché envisagé. Au-delà du seuil de 5 225 000 €, on est dans les procédures formalisées, à savoir donc appel d'offres, dialogue compétitif ou procédure concurrentielle avec négociation. Et là, je voudrais insister sur un point qui est très important s'agissant des CPE, c'est que, compte tenu de la complexité des sujets à traiter, c'est-à-dire non seulement des problématiques de conception, de construction, d'exploitation, d'entretien et de maintenance, mais aussi les problématiques propres au CPE qui relèvent donc de la mesure et de la vérification des objectifs de performance, il est à mon sens, d'expérience, je l'ai observé, indispensable qu'un échange puisse être noué avec les candidats pour affiner la définition des besoins et surtout préciser leurs solutions et faire évoluer les solutions. Et donc, cela milite très clairement en faveur du dialogue compétitif ou de la procédure concurrentielle avec négociation. Erika, pour vous, au niveau du territoire de la province de Liège, qu'est-ce qui a été important dans cette phase de passation de contrat ? Je vais justement rebondir sur le dernier point. Donc c'est vraiment, quoi qu'on choisisse comme procédure, en Belgique, on n'est pas très fort sur les dialogues compétitifs. Donc on a pris la procédure négociée avec publicité, mais à la fin, ça revient quand même à la même chose. La chose la plus importante, c'est de vraiment avoir un dialogue et des négociations avec les titulaires futurs. Ils vont prendre les bâtiments en main pendant les 10 à 15 prochaines années. Il faut s'assurer que c'est un réel, pour moi, programme de collaboration qui doit être gagnant-gagnant entre, d'une part, le titulaire et, d'autre part, la ville. Et donc, il faut s'assurer que les titulaires aient bien compris les contraintes de la ville et vice-versa. Et donc, la négociation et la discussion et les échanges et ne pas être complètement fermé par rapport à ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour s'assurer qu'on ait le meilleur contrat, parce qu'à partir du moment où le contrat est signé, on est parti pour les 15 ans. Donc ça, c'est vraiment cet échange qui est, pour moi, primordial dans la procédure. Outre le fait d'avoir des bons cahiers des charges, etc. Mais bon, c'est basique. Et vous, Joseph, au sein de la ville de Paris, sur quelle procédure vous êtes parti pour la passation des CPE ? On est parti sur la procédure de dialogue compétitif. Donc je ne vais pas répéter sur l'importance
du dialogue et de la discussion avec les candidats qui deviennent à un moment donné, pour les plus chanceux, des titulaires. Mais le dialogue compétitif, j'étais hier à une présentation par le CSTB des premiers résultats de l'Observatoire des CPE et qui montre que en fait, quasiment 100% des CPE publics qui sont passés avec des missions de conception, réalisation, exploitation, maintenance, donc les CPE les plus globaux, la plupart, quasiment 100% sont passés avec des procédures avec phase de dialogue possible, quoi. Donc en dialogue compétitif pour la plupart. C'est quand on évoque le dialogue compétitif, souvent la réponse c'est ah oui, mais en fait ça demande beaucoup de temps. Oui, ça demande du temps, c'est du temps investi, mais moi je considère que c'est du temps investi à bon escient, parce que derrière, ça, effectivement, ça nous fait gagner du temps et de l'énergie dans l'exécution du contrat. Et puis surtout, je trouve que la valeur ajoutée, c'est aussi que du coup les candidats et les futurs titulaires, ils peuvent venir nous proposer des solutions innovantes à laquelle la collectivité n'aurait pas forcément pensé. Je prends l'exemple du CPE 140, le dernier qu'on a signé. Le candidat qui a été choisi, il a déployé un programme de pilotage par des objets connectés. Donc les dernières générations d'objets connectés, c'est vrai que c'est de l'innovation technologique qui met un certain temps à venir infuser dans les administrations publiques et que du coup c'est une question de temporalité, de rythme qui n'est pas forcément le même entre une entreprise privée et une administration publique, mais du coup le dialogue compétitif nous a permis d'aller chercher ce type de technologie innovante pour piloter notre chauffage dans 140 écoles parisiennes. Merci. Donc tout naturellement, après la passation, vient la phase d'exécution. Donc l'exécution contractuelle par les titulaires, qui va comprendre les phases de conception, d'études, de réalisation de travaux et d'exploitation. Et donc Luc, peut-être que vous pouvez nous renseigner sur les points de vigilance qu'il faut avoir sur cette phase d'exécution. Oui, alors tout d'abord, je voulais juste rappeler que dans le principe même du CPE, l'exploitation est réalisée par le titulaire. En tout cas, on doit permettre au titulaire de s'impliquer dans l'exploitation du bâtiment après la réalisation des travaux. On sait que la régulation des équipements, c'est entre 10 et 15% de gains sur la consommation énergétique. Donc le titulaire doit s'impliquer soit en prenant en propre l'exploitation de son bâtiment. Donc là, pour la collectivité, ça veut dire externaliser complètement son exploitation, soit à minima en supervisant les équipes en régie, donc qui peuvent rester dans certains cas sur l'exploitation des bâtiments. Donc ça permet au titulaire de pouvoir garantir la performance. Sans ça, il ne peut pas garantir la performance, ou il pourra garantir une performance moindre dans le meilleur des cas. Une autre chose que je voulais souligner et que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est le passage d'une obligation de moyens à une garantie de résultat. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du projet, donc que ça soit en phase de conception ou par rapport à l'obligation de moyens qui est définie par le maître d'ouvrage. On va passer ici à une expression des besoins par le maître d'ouvrage, et ensuite les moyens seront définis par la SS2E, et donc ça permettra, comme disait Joseph, à la SS2E d'apporter des idées nouvelles que la collectivité n'aurait pas forcément eues sans ce processus-là. Et quand on parle d'exploitation, on a une exploitation technique qui était jusqu'alors maîtrisée complètement par la ville ou par la collectivité locale, qui se transforme ici en suivi de contrat et suivi de la performance, en sachant que là encore, les moyens sont apportés par la SS2E qui va exploiter le bâtiment elle-même. Alors Luc nous parle de l'implication du titulaire, mais quand on est maître d'ouvrage, Joseph, une fois qu'on a signé les contrats, il n'y a plus rien à faire? C'est un peu l'idée reçue, effectivement. Quand j'échange avec d'autres collectivités, l'idée reçue, c'est de dire j'ai un CPE, globalement, je remets les clés au titulaire, qui conçoit, qui réalise, qui exploite, et globalement, je le vois une fois par an,
pour qu'on se mette d'accord sur la performance. C'est pas vraiment ça. C'est un CPE, ça reste un marché, ça reste un contrat public, et un contrat public, ça se pilote, ça se suit, ça se manage. Après, ça a des enjeux plus spécifiques, peut-être. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a ça induit un changement de culture professionnelle, y compris au sein des équipes en interne à la ville. C'est de glisser de la culture du globalement le chauffage fonctionne à la culture du le chauffage est optimisé. Ce qui n'est pas tout à fait, la même chose. Donc c'est un glissement de culture professionnelle qu'il faut aussi, qu'on n'a peut-être pas nous forcément bien anticipé d'ailleurs, mais on commence à essayer de mettre en place des choses, mais qu'il faut accompagner en interne. Il y a des glissements de compétences aussi, des compétences où en fait, du coup, avant, ça pouvait être des équipements qu'on exploitait en régie. Des chaufferies qu'on exploitait en régie, qui ne sont plus exploitées en régie. Donc, c'est des compétences purement techniques de génie climatique vers des compétences de suivi contractuel. C'est pas tout à fait pas du tout même les mêmes profils de postes et de gens à impliquer. Et puis, ça peut aussi avoir des impacts sur l'organisation ou les modes de faire même de la collectivité. Finalement, la logique d'un CPE, c'est une logique globale où on intervient, en tout cas dans la philosophie de la ville de Paris, philosophie choisie, arrêtée par la ville de Paris, c'est une approche globale du bâtiment, d'intervenir sur l'enveloppe du bâtiment, d'intervenir sur les installations techniques et d'intervenir sur le pilotage. Et donc, les services, les régies de la ville de Paris, les services techniques de la ville de Paris, se sont inspirés de ce modèle-là, issu des CPE, pour mettre en place ce qu'ils appellent une programmation partagée. Donc on a, nous, des services techniques, des régies qui s'occupent des chaudières, d'un côté, et de l'autre côté, on a des services qui s'occupent de l'entretien du bâti. Avant, ils faisaient leur programmation séparée. Donc potentiellement, un été, le génie climatique pouvait aller rénover une chaufferie, et puis l'été d'après seulement, ou voire 5 ans après seulement, le service qui était en charge de l'entretien du bâti venait changer les fenêtres. Au jour d'aujourd'hui, ils partagent des programmations pour essayer d'intervenir en même temps dans les écoles en se disant tiens, toi tu as prévu telle école de telle rue, tu vas changer la chaufferie, tu vas la rénover entièrement en 2018. Justement, j'étais en train de réfléchir parce que les menuiseries elles sont quand même en très mauvais état, ou peut-être qu'il faudrait isoler les combles. On va essayer de travailler ensemble et d'intervenir en même temps sur le bâtiment. Donc on voit que en s'inspirant de la philosophie d'intervention du CPE, ça change aussi notre mode d'intervention et ça décloisonne surtout nos modes d'intervention. Merci. Et vous, Erika, comment ça se passe dans l'accompagnement de toutes les communes participantes? Ça ne doit pas être simple. Donc, les contrats ont été signés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on n'a déjà pas le retour d'expérience, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est centrale, donc en Belgique, centrale de marché par rapport à centrale d'achat, c'est un peu différent. C'est que l'exécution chez nous, elle retourne aux communes actuellement. Donc ça veut dire que nous étions pouvoir adjudicateur. À partir de la date de la signature du contrat, ça reshift au niveau de la commune. Donc là, ça dépend un peu des communes. Il y en a qui sont plus importantes et où il n'y a aucun problème. Il y en a quand même toujours un peu au niveau de l'exécution parce que ce sont des nouveaux types de contrats. Et il y en a d'autres où on sent qu'il faut vraiment faire un accompagnement très près. Donc en fait, on a proposé aux différentes communes un accompagnement parce qu'il faut pouvoir lire les rapports, il faut pouvoir faire le suivi. Donc de toute manière, l'équipe était en place pour les 6 mois ici jusqu'à la fin décembre pour pouvoir justement aider les communes à lancer les contrats. Et si elles le veulent, on les aide parce que... pour s'assurer qu'on ait un bon contrat de performance énergétique. On a parlé qu'il y avait tout ce qui était consommation, et puis après, il faut de manière objective pouvoir dire si ces consommations ont réellement bien été diminuées. Et ça se passe par un protocole qui est défini à l'avance, qui est un protocole international reconnu, mais il faut pouvoir s'en sortir par rapport à ce protocole-là. Donc il y a quand même un accompagnement.
Ici, normalement, le modèle Renowatt devrait dans le futur devenir wallon. Et clairement, on pense pour les petits pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires qu'on soit en centrale d'achat et que l'exécution reste chez Renowatt. Donc c'est nous qui contrôlerions toutes les factures, etc. Et le lien contractuel serait entre la commune et Renowatt aurait le lien contractuel avec le futur titulaire. Donc c'est vraiment vers là qu'on va parce qu'on sent qu'il y a un gap au niveau de l'exécution et que les communes ont besoin qu'on les accompagne dans le cadre de l'exécution. Merci. Alors ça nous amène tout doucement vers notre conclusion et qu'on voudrait terminer avec la participation de chacun sur les facteurs clés de succès pour la réussite d'un CPE. Alors pour vous, Joseph, quels seraient ces facteurs clés de succès? Alors je ne vais pas revenir sur les facteurs clés qui sont affichés, je vais peut-être ajouter 3 mots. Première chose, un CPE, ce n'est pas une finalité. Un CPE, c'est un outil. Et c'est un outil pourquoi? C'est un outil pour une stratégie. Donc il faut déjà définir sa stratégie patrimoniale, énergétique, et après aller chercher les bons outils dans une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, parmi les outils, il y a l'outil CPE que vous pouvez utiliser. Donc au préalable, il y a la question de la définition de la stratégie. Et le CPE, c'est un outil à utiliser. Est-ce que c'est un bon outil? Est-ce que c'est pas un bon outil? En tous les cas, à la ville de Paris, on se rend compte que c'est un outil qui marche. Hier, j'étais à une conférence où j'ai pu échanger avec d'autres collectivités qui faisaient des CPE et qui étaient en phase d'exploitation de ces CPE. Et à un moment donné, dans la salle, quelqu'un nous a posé la question en disant en gros, est-ce qu'il y a des CPE qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des CPE où il y a des pénalités? Et toute la salle s'est mise à réfléchir. On a trouvé un seul exemple, en fait, sur un lycée, un CPE, où la performance n'était pas atteinte et où il fallait pénaliser le titulaire. Donc, globalement, au jour d'aujourd'hui, de ce que je peux voir moi, les CPE sont des outils qui marchent, puisque à la ville de Paris, par exemple, sur notre premier CPE, l'objectif de moins 30, il est atteint, il est largement atteint. On se rend compte qu'on est sur un trend plutôt entre moins 37 et moins 38 de performance en termes de consommation énergétique. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, sous forme de regret, parce que je me rends compte qu'on a très peu parlé d'un acteur dans le cadre des CPE. Cet acteur, c'est l'usager. On en a collectivement très très peu parlé. C'est une question aussi à anticiper dans le cadre d'un CPE, de comment accompagner le CPE, comment accompagner l'usager, l'appropriation du CPE, comment préparer tout ça avec lui, qu'il n'ait pas forcément le sentiment de subir le CPE. Voilà, nous on a dans tous nos CPE, on a des volets de sensibilisation, mais on se rend compte que même le volet de sensibilisation, il a ses limites et qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la question des usagers. Donc l'accompagnement des usagers et puis l'usager en tant qu'acteur aussi. Parce que le CPE, c'est un outil, mais c'est un outil technique. Vous pourrez investir autant de millions d'euros que vous voudrez pour isoler vos combles, tous vos murs, rénover toutes vos chaudières, tout ça. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai pris mon poste, la première visite que j'ai faite dans une école, je suis arrivé, il était midi. C'était l'heure de la pause, il faisait moins 5 dehors. Je suis arrivé dans le préau, les 8 portes, doubles portes du préau étaient ouvertes. Il faisait moins 5 dehors. Je suis allé voir l'animateur, je dis mais il faudrait peut-être fermer la porte, les portes en fait. Et l'animateur, il s'est tourné vers moi, il m'a dit non mais monsieur, moi je suis payé pour m'occuper des enfants, pas m'occuper des portes. Donc voilà, donc si vous accompagnez pas aussi, voilà, il y a le levier comportemental à travailler aussi, et c'est voilà la limite d'un outil technique qui est celui du CPE. Merci. Erika, votre analyse? Donc, moi, je vais plus me mettre au niveau de la phase de préparation. Encore une fois, donc, on avait un subside sur 30 mois, donc c'était court, on n'avait pas beaucoup le temps. Un des critères de succès de pouvoir avoir réussi à investir autant, c'est d'avoir eu le subside de l'Union européenne. Donc ça a vraiment aidé pour que les communes suivent le projet, parce qu'au départ, elles n'étaient pas convaincues. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était un projet qui était complexe à mener et
il faut avoir l'engagement politique au plus haut niveau. Donc même si on était un projet au niveau du territoire de Liège, il a fallu il y a beaucoup de choses qu'on a dû changer au niveau même des règles comptables, du montant des investissements qui étaient autorisés, etc. Et donc, heureusement qu'on avait les soutiens politiques au niveau régional et des ministres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être discutées au niveau du gouvernement et où on a dû changer les règles, parce que ce sont des types de contrats qui n'existent pas. Si on n'avait pas eu ce soutien-là, on n'aurait pas réussi le projet. Donc voilà. Et la dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, c'est vraiment de se faire bien accompagner. Ce sont des contrats performantiels. On n'a pas l'habitude, il faut faire de bons cahiers des charges qui vont continuer, il faut faire une bonne analyse des bâtiments, il faut connaître le retour sur investissement qu'on doit avoir. Nous, clairement, au départ, on a travaillé avec un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui était belge et qui avait fait quelques petits CPE, et encore, quand on a vérifié, il n'y avait plus grand-chose qui avait été fait, qui était fait d'ESCO, et on a franchement failli se planter, mais dans les grandes lignes. Et donc là, il n'y aurait pas eu de CPE. Donc il faut vraiment des professionnels qui ont déjà fait des CPE et qui ont déjà eu des retours d'expérience. Et il ne faut pas d'un jour à l'autre se dire « Ah ben j'ai un subside, c'est super, j'engage une équipe, c'est bien ». On se plante si on ne prend pas des gens qui ont l'expérience sur les CPE pour s'assurer justement de bien faire les bons cahiers des charges, etc. pour que tout soit bien, bien mis pour que dans l'exécution, après, ça se passe bien. Alexis, votre analyse peut-être ? Peut-être 2 points sur les aspects juridiques qui peuvent contribuer à la réussite d'un CPE, au moins en phase de passation. Je dirais d'abord élaborer un cahier des charges complet et opérationnel, précis, qui reflète une définition des besoins exhaustive. Ça ne veut pas dire que toutes les données du cahier des charges sont figées, parce que si on est en dialogue compétitif, par définition, on peut en discuter. Mais au moins, ça a l'intérêt pour la personne publique de préciser ses attentes, et puis pour les candidats de cadrer un peu les discussions qui se déroulent pendant le dialogue compétitif. Voilà. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est ne pas avoir un planning trop serré. Pour une raison simple, c'est que les candidats ont besoin de temps pour travailler, au moins sur une offre initiale. Voilà. Et sur ce sujet, comme on est sur des thèmes très complexes, les opérateurs, même s'ils ont de l'expérience, ils ont besoin de temps pour construire une offre. Et plus une offre initiale est construite, plus le dialogue sera efficace. Voilà. Donc prévoir du temps pour une offre initiale. Merci. Et Luc, le mot de la fin. J'appuierai moi aussi sur la définition du besoin et la définition des objectifs, qui est en fait un véritable changement de façon de penser par rapport à la définition des solutions qu'on pouvait avoir jusqu'alors via la rédaction de CCTP ou de choses assez classiques. La définition des besoins et la définition des objectifs, ça implique aussi de se laisser embarquer par le titulaire, par la SS2E, qui va venir proposer des solutions, qui va aussi apporter de l'innovation, qui va apporter des idées nouvelles et qui vont enrichir la façon de penser de la collectivité et la façon de rénover et d'exploiter les bâtiments. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci à nos intervenants. Nous avons encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions, sachant qu'après, tous nos intervenants se tiennent à votre disposition pour échanger, bien entendu. Alors,